Alors, nous voilà, nous sommes en direct. Je suis en direct de Québec. Mon nom est Marie-Ève Muller. On va attendre encore quelques minutes avant de lancer la présentation pour qu'il soit 17h30. Une rencontre autour du recueil Épiderme. À tout de suite. Ben, allons-y, on va pouvoir commencer. Bienvenue à toutes et à tous. On est au premier jour du mois de la poésie. Je trouve ça assez excitant, même si c'est une programmation surtout en ligne. Allez faire un tour mois de la poésie pour voir toute la programmation. On en a autant dans les journaux, autant à la radio que sur le web. On fait partie donc de la programmation aujourd'hui avec une table ronde autour du recueil paru au début février, Épiderme aux éditions Tête Première. C'est un recueil qui est diffusé et qui est co-dirigé plutôt par Sofiane Landry et Mathias Carpula. Sofiane qui est aussi dans notre table ronde d'aujourd'hui. Le thème, c'est la corporéité, la présence du corps dans ce recueil qui est, ma foi, assez fascinant, qui nous amène autant dans des couleurs très sombres que dans une intimité, une douceur. Je vous présente nos participants et participantes. Nous avons Fanny Demel, qui est chargée de cours à l'UQAM, responsable éditoriale à Tête Première et à AMAC. Elle est l'autrice de Déterrer les eaux et de Roux clair naturel. Bonjour Fanny. Allô Marie-Ève, allô tout le monde. Tu nous parles en direct de où? De Longueuil, de mon bureau bibliothèque sur la Rive-Sud. Super. On a aussi Ariane Gélina, qui est directrice littéraire aux éditions Le Sabord et directrice artistique de la revue Brin d'éternité. Elle est l'autrice de la trilogie Les villages assoupis, du recueil Le sabbat des éphémères et des romans Les cendres de Sedna et quelques battements d'ailes avant la nuit. Bonjour Ariane. Bonjour tout le monde. Et tu Et nous parles en direct de où? de Trois-Rivières et notamment les salutations de mon félin qui va partager la table ronde avec moi. C'est fort possible que vous voyez aussi le mien passer. On a aussi Stéphane Ledien, qui est l'auteur de Sur ses gardes, Des trains y passent encore et Bleu tout-puissant. Bonjour Stéphane. Bonjour, et bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être avec vous. Et tu nous parles d'en direct de où? De Québec. Super. Ben, Sofiane Landry, donc co-directrice de ce recueil, lauréate en 2019 de la bourse Jean-Sébastien Pontbriand et l'autrice de Il fera peut-être naissance. Bonjour Sofiane. Allô Marie-Ève, merci beaucoup. Et tu es en direct de Québec, moi aussi. On est en représentation majoritaire. C'est quand même rare dans le monde littéraire qu'on ait une majorité de Québec, mais c'est la beauté des événements virtuels. On réussit à réunir des auteurs et des autrices d'un peu partout. Juste avant de commencer, Sofiane, j'aimerais que tu nous parles de comment vous avez fait le choix, Mathia et toi, des auteurs qui ont été présents et réunis ensemble avec des trajectoires assez différentes pour écrire dans ce recueil sur la transformation du corps. Vraiment étonnant. Oui, ben en fait, quand on a établi un peu les gens avec qui on avait envie de travailler, on est allé avec des personnes dont les voix nous inspiraient ou des gens qui avaient déjà travaillé là, avec le corps dans leurs textes précédents. On cherchait des gens qui abordaient là, un peu, qui avaient une écriture un peu plus vers le fantastique ou une écriture un peu plus sociale, mais c'est vraiment des coups de cœur ou des gens avec qui on avait envie de travailler. C'est sûr qu'on a une partie des personnes là, qui ont écrit dans Épiderme qui est directement nos amis avec qui on avait déjà travaillé dans d'autres projets, mais on avait aussi envie d'élargir un petit peu là, ce groupe d'auteurs puis d'autrices-là, puis d'aller chercher vraiment des gens qu'on ne connaissait pas nécessairement, avec qui on n'avait pas nécessairement travaillé, puis de ne pas non plus nécessairement rester seulement avec des auteurs et des autrices de Québec, mais d'ouvrir là, un petit peu plus géographiquement, là, puis décloisonner un petit peu là, des fois les réseaux là, qu'on se fait quand on part des projets. Là. J'ai eu la chance, moi aussi, de participer à l'écriture du recueil et je me souviens quand j'ai reçu l'invitation, on parlait de transformation du corps. Et là, j'ai envie de savoir, auteurs, autrices, qu'est-ce qui vous a amené à choisir d'écrire sur un pont, sur un road trip en Irlande, sur des poupées
semi-humaine sur une communauté isolée de la Côte-Nord. Qu'est-ce qui, dans la transformation du corps, vous a amené à créer vos nouvelles? Ariane, je ne sais pas si tu as envie de briser la glace là-dessus. Oui, avec plaisir. Merci. Bon, le sujet du corps m'intéresse beaucoup comme autrice depuis des années, que ce soit, bon, parfois je vais le traiter de façon plus horrifique, plus fantastique. Et puis, lorsque j'ai eu la très intéressante invitation de Sofiane et Mathias, donc un peu le titre de travail, si on veut, sinon Sofiane pourra me corriger, c'était Manipulation des corps. Et puis, j'ai déjà eu l'occasion d'écrire souvent sur le thème du corps qui m'interpelle tout particulièrement. Donc, en ce sens-là, l'invitation était bien visée. Et puis, je venais d'écrire juste avant une nouvelle dans un autre collectif que vous connaissez peut-être, donc le collectif Futur, dans lequel des gens se font enlever des organes pour retrouver une certaine légèreté puis une certaine joie dans ce culte ambigu et un peu oblique. Et après, j'ai abordé la nouvelle pour le collectif Épiderme et je me suis dit, je ne vais pas aborder le corps de façon biologique et directe. C'est alors que j'ai pensé au corps urbain, aux structures, et je suis une grande passionnée des ruines. Les premiers ouvrages que j'ai écrits, c'était sur les villages fantômes du Québec. Je suis aussi quelqu'un qui fait de l'exploration urbaine et rurale. Ça vous dit peut-être quelque chose, d'aller prendre des photographies de maisons abandonnées, de s'en approcher comme ça à travers les terrains en friche. Et puis, j'ai repris également cette affection-là avec le pont. Donc, la nouvelle Monument, on est dans une sorte de futur qui est indéterminé, dans un lieu qui, pour moi, il est extrêmement précis. Il y a d'ailleurs des indices sur de quel pont il peut s'agir. Sûrement que certains d'entre vous l'ont deviné. Et le pont en question, donc c'est lui vraiment le corps du récit, un corps urbain qui s'effrite, qui est en ruine et qui a eu une conscience à force des offrandes qu'il a eues. Et ce sont des offrandes qui sont liées à la corporalité biologique cette fois. Donc, il va prendre ou l'esprit, il va prendre des souvenirs dans sa structure et puis les emmagasiner. Et ensuite, il enlève la douleur et le souvenir douloureux de la personne auquel il a pris le souvenir en question. Et en échange, il va mettre de la corrosion et de la rouille sur le membre de la personne, ce qui était aussi une façon de faire un clin d'œil au tout le thème des mines qui m'a intéressé beaucoup ces dernières années. Une grande idée à partir du territoire qu'on explore aussi avec la nouvelle de Fanny, où on est dans un road trip où finalement on a un certain contrôle de la part du personnage principal de son propre corps, mais on a aussi un corps peut-être un peu plus inquiétant qui est présenté. Oui, en effet. En fait, le territoire de ma nouvelle est celui de l'Irlande que j'ai eu la chance de parcourir 2 fois, dont la dernière fois, je l'ai carrément traversée en vélo avec mon copain. Et c'est une activité assez intense de se lancer dans la traversée de l'Irlande à vélo durant l'été. Puis, comme pour ma protagoniste, c'est loin de la balade idyllique qu'on s'imagine. C'est vraiment extrêmement éprouvant. Et il y a vraiment eu des moments où je m'imaginais morte, là, carrément. Tu sais, je me disais, la ligne est mince là, entre la vie et la mort. Là, je le palpais. Tu sais, quand tu as l'impression de flotter presque au-dessus de ton corps, tellement tu es dénutri et déshydraté. Alors, je suis partie un peu de ces sensations-là. C'est toujours un peu comme ça que j'aborde mes travaux d'écriture. Hein. Mes romans, on parle beaucoup du corps, d'éthérer les os, les troubles du comportement alimentaire. Dans Rouplant naturel, on peut carrément parler de manipulation du corps, des cheveux. Et non seulement je parle beaucoup du corps dans ce que je fais, mais j'essaie toujours de partir des sensations physiques. C'est un peu ça qui me guide. Puis, dans le cas de ma nouvelle qui s'appelle Wake dans Épiderme, je suis vraiment partie de ça, cette sensation-là d'être à demi morte. Dans ma nouvelle, on est avec une protagoniste qui est dépressive. Donc, ça n'a pas forcément été mon cas, mais là, je me suis imaginé une fille qui va en Irlande pour vivre une épreuve physique afin de se ramener à la vie, de mettre de côté de sa dépression puis de se ramener vraiment à son corps. Ce qui arrive, c'est qu'elle est très, très proche de la mort et quand elle finit par trouver un village isolé où il y a une auberge avec des festivités, des breuvages, des victuailles, où enfin elle peut trouver son salut, elle est confrontée devant la mort en tant que telle.
Et c'est là c'est de là que vient le titre de ma nouvelle, le Wake, qui est La une veillée tradition funèbre. irlandaise, ouais, qui est une veillée funèbre. En fait, c'est pratiqué en Irlande et en Écosse. Donc, c'est vraiment typique des pays gaéliques qui est de festoyer autour du corps des morts. Et moi, ça m'a toujours marqué puisque je suis quelqu'un de absolument à la fois fasciné et terrifié par la mort. Donc, j'en parle aussi beaucoup dans mes livres. Je parle beaucoup du corps et de la mort. Dans Wake, les deux se jouent ensemble. Et dans cette rencontre-là, avec une veillée funéraire que vit ma protagoniste dans Wake, il y a comme je ne veux pas aller trop loin parce que je vais carrément vendre le punch de ma nouvelle, mais disons qu'il y a une interversion des rôles qui est envisagée. Et plus ma nouvelle avance, plus on est dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre du fantastique que du pacte réaliste qui semble nous être présenté à prime abord. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à imaginer cette nouvelle qui m'a été inspirée non seulement par les traditions irlandaises et mes voyages, mais aussi beaucoup de références cinématographiques, entre autres les films de Ari Aster où on assiste à des rituels folkloriques qui virent un petit peu étranges et déjantés. Donc, je vais vraiment puiser beaucoup dans les inspirations cinématographiques et visuelles comme ça qui m'ont porté les images assez rabelaisiennes et grotesques auxquelles on assiste dans la nouvelle. Très intéressant et dans une espèce de grotesque, mais qui ne l'est pas. On est dans un autre type de rituel. Stéphane, avec ta nouvelle, on rentre dans un univers auquel on n'a pas souvent accès, celui des maisons closes, et on se rend compte que la maison close a peut-être des allures pas de maison hantée, mais il y a quelque chose qui cloche avec les habitants de la maison close. Oui, j'avais envie, qui dit corps pour moi dit d'un côté, oui, corps social, mais en même temps, évidemment, pulsion. Donc, je voulais explorer les pulsions sexuelles, mais aussi les anomalies de ces pulsions, être dans cette idée que comment dégénèrent des plaisirs de la chair. Enfin, c'est un peu ça. Et en même temps, cette question de la maison close, du corps, de la représentation du corps de la femme, etc. Des thèmes qui affleurent beaucoup aussi bien dans la littérature qu'ailleurs. J'avais déjà écrit sur la question quand même dans quelques nouvelles là, dans le crachoir de Flaubert où il était question du corps, de qu'est-ce que la beauté, qu'est-ce que la représentation, des critères de beauté, des canons esthétiques, aussi bien pour les hommes que pour les femmes d'ailleurs, surtout à une époque aujourd'hui où on est tous alors, peut-être nous un peu moins, en tant qu'écrivain, on est un peu moins attaché à l'image qu'on projette, et encore, mais à cause des réseaux sociaux, à cause du numérique en général, il y a une surreprésentation des corps et des projections de soi. C'est un thème que j'aime exploiter, que j'aime lire aussi en littérature. Et j'avais envie de rejoindre un thème un peu plus qu'on retrouve dans le roman noir, à savoir l'idée d'une femme fatale ou l'idée de détourner les stéréotypes de la femme, de l'image pure de la victime, et d'aborder aussi un sujet un peu frontal, un peu dur, qui est celui de la violence à l'égard des femmes. Et je me suis dit jusqu'à quel point on peut inverser il y a tentative d'inversion des rapports de force, évidemment, dans cette nouvelle, à savoir qui est dominé par quoi, quelqu'un dominé par ses pulsions, et en même temps, c'était de travailler sur une espèce d'ironie, de quelque chose d'un peu cinglant. Comment on représente la violence? Qu'est-ce qui est bouleversant? Qu'est-ce qui choque ou pas? J'ai cherché à écrire un texte qui bouscule un peu les conventions et le lecteur et les lectrices. Et en même temps, il y a pas un retournement de situation, mais une donnée qu'on on va pas trahir ici, on ne va pas divulgacher la fin du texte, mais il y a la question aussi qui surgit d'un certain futur. En fait, c'est comme une nouvelle d'anticipation, mais c'est déjà une réalité qui existe dans des maisons closes, dans le milieu des clubs un peu sélects qui sont une autre forme de prostitution que celle qu'on connaît aujourd'hui
Alors, c'est ça que j'avais envie j'avais envie de travailler au corps, si vous me passez l'expression, toutes ces images, voir comment ces thèmes se télescopaient et qu'est-ce que je pouvais créer comme empathie pour un personnage. Je ne suis pas sûr d'avoir réussi d'ailleurs, mais c'est ça qui est intéressant, on met en scène un personnage, un personnage détestable de bout en bout, qui n'hésite pas à molester, à violenter des prostituées. Et je me dis en même temps, on peut développer de l'empathie sans chercher à avoir de la sympathie pour ce personnage. Donc, un personnage qui est clivant, évidemment, le thème lui-même est clivant. Et je contrecarre cette idée de la beauté doit être comme ci, ou qu'est-ce que la marchandisation des corps. Donc, je me suis mis dans la peau des deux côtés, en fait, à la fois dans la peau de cet homme et dans la peau de ces femmes, et en tout cas, et de toutes les créatures, si je puis dire, qu'il côtoie dans cette éprouvante expérience. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une réflexion autour des technologies, quel avenir nous réserve. On est de plus en plus dans essayer de réinventer, de réinterpréter un peu nos corps, nos pulsions, essayer de comment on peut répondre à nos besoins, etc. Et donc, travailler par tout ça, je suis allé vraiment de manière, j'ai envie de dire un peu empirique, mais savoir comment on peut. Je me suis renseigné sur la question, donc quand les gens liront la nouvelle, ils comprendront, mais je me suis documenté sur ce type de prostitution qui existe, ce type de lieu qui est un peu un antre de la folie quelque part. Là, je fais un clin d'œil au film de John Carpenter, même si on n'est pas dans l'expérience pure de la folie, mais il y a quand même une antichambre un peu de l'enfer, là, des sévices, etc. Sauf que là, j'ai écarté toute notion d'horreur, je suis plus allé dans une espèce d'ironie un peu cinglante, de violence décomplexée, et de me dire, et y compris au niveau du langage, dans les dénominations, dans la façon dont le personnage interpelle la gente féminine ou s'exprime à l'endroit du reste du monde. On va revenir sur le thème de la violence dans pas très longtemps. Je vais terminer le tour de table. On plongera dans ce sujet-là parce qu'il y a de la violence d'une certaine façon dans chacune de vos nouvelles, mais on termine le tour de table avec Sofiane Landry, avec ta nouvelle Effet Ambre. Bon, c'est toi qui as lancé avec Mathias Carpoula l'idée du recueil, mais est-ce que c'était à la base parce que tu avais envie de faire cette nouvelle-là ou est-ce que la nouvelle a suivi la lecture des autres nouvelles? Comment ça s'est passé, ce processus-là pour toi? En fait, la nouvelle était antérieure au projet. C'est une nouvelle que j'avais déjà commencée, qui m'a un peu en fait donné le goût, l'impulsion de vouloir faire ce projet-là. C'est une nouvelle qui m'habitait depuis vraiment longtemps, qui part d'un rêve un peu obsédant que j'ai fait, puis c'est ça qui m'habitait tellement qu'il fallait absolument que je l'écrive, que ça en était devenu presque une obsession. Donc, quand j'ai commencé ce travail-là, puis que j'ai croisé Mathieu dans un événement littéraire, je savais que pour lui aussi, la thématique du corps, c'était quelque chose qu'il abordait beaucoup, avec laquelle il travaillait beaucoup. Donc, je lui ai proposé qu'on s'associe puis qu'on fasse un projet qui est devenu Épiderme là, ensemble. C'est lui, par la suite, qui m'a proposé d'ajouter tous les auteurs, les autrices pour faire un travail collectif parce que c'est un sujet là, qui est super poisonnant, là, le corps. Puis, dans ma nouvelle, c'est sûr que c'est drôle. J'écoutais ce que Fanny disait tantôt. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'échos entre ma nouvelle et la sienne, son personnage qui s'en va pour se retrouver. La mienne, c'est un peu aussi ce dépaysagement, mais pour repartir à neuf, tandis que le personnage de Fanny cherche à se réconcilier avec elle-même, à se retrouver. La mienne, au contraire, se perd dans cette perte de repères, dans cette perte de racines-là. Puis, donc, c'est un peu ça, ma nouvelle, c'est de chercher à exprimer par le corps, par la perte un peu là, du réel, cette perte de repères-là, mais en utilisant vraiment la sensorialité du corps.
j'ai toujours été fascinée par la nouvelle de Maupassant, le Horla, où ce qui joue vraiment avec cette frontière entre le réel, puis tu sais pas si ce qu'il perçoit, c'est vraiment quelque chose qui se passe ou si c'est vraiment plus une perte complète de réalité du personnage. Puis j'ai voulu jouer avec ces éléments-là dans le cadre de ma nouvelle, cette perte un petit peu de réalité-là. On peut prendre cette nouvelle-là, je pense, de façon très telle qu'elle est, vraiment un conte noir où ce que le personnage s'enfonce plus en plus, comme la nouvelle de Fanny, vers quelque chose à la limite là, de la réalité, où on peut se poser la question à savoir est-ce que c'est réel ou si c'est vraiment cette perte de racine-là qui amène la narratrice à se créer comme un monde, puis en utilisant le corps comme parce que perdre ses racines a un impact assez majeur sur son corps. On peut ressentir cette pression-là d'être figée, d'être prisonnière de nous-mêmes dans un lieu qui nous ramène à rien de ce qu'on connaît. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que ça vient vraiment quelque chose à l'intérieur d'elle-même qui lui fait perdre la réalité, ou bien si c'est vraiment quelque chose de perte de réel. Okay. Voilà. Tout à fait. Et il y a une forme de violence dans sa propre contrainte à partir, dans son inquiétude. La violence, on la retrouve un peu dans toutes vos nouvelles de façon différente, parfois plus subtile, parfois plus frontale. Comment vous avez pu aborder le thème de la violence sans devenir nécessairement trop explicite, ou qu'est-ce qui vous attirait par là? Je ne sais pas qui a envie de se lancer en premier. Stéphane, si tu voulais continuer sur Ouais. justement ce renversement de la violence qui se fait dans ta nouvelle. Je ne me suis pas trop posé la question de savoir est-ce que c'est frontal, pas frontal, parce que j'écris du noir en général, pas que ça, mais et où je considère que la représentation de la violence est quand même inhérente au genre. C'est sûr qu'il faut se poser des questions d'éthique en tant qu'écrivain. Il est parfois quand même, à mon avis, de bon goût de pas aller… Tu sais, jusqu'où on peut aller trop loin, c'est toujours la question. Mais j'avais envie de la représenter de manière brutale, frontale, et voir comment elle pouvait se retourner contre le personnage lui-même. Pas par souci de bonne mœurs ou de bonne morale, mais plutôt parce que c'est une logique d'incrimination du texte, en fait. Plus on fait preuve de violence à l'endroit de ce qui nous entoure, et plus cette violence nous revient dans la gueule, à mon avis. Donc, c'était ça aussi que je voulais montrer. Puis, sur la question j'avais conscience quand même d'utiliser un peu un tabou, déjà parce que la violence les femmes subissent plus de violence que les hommes. Ça renvoie un peu à l'idée de la violence conjugale, même si là, on est dans une relation extra-conjugale. Et je me suis dit, non, je vais aller jusqu'au bout de cette idée et voir où elle me mène. Et puis, entre-temps, le récit a pris des tournures un peu qui m'ont étonné moi-même. J'avais envie d'être un peu ambigu, fantastique. Donc, ce que Sofiane disait de cette frontière entre réalité et cauchemar, entre lucidité et hallucination, elle est palpable aussi, à mon avis, dans mon texte. Oui, le personnage répète souvent pourquoi. On le sent bien qu'il n'est pas certain non plus de l'expérience qu'il vit. Non, et d'emblée, il part de sa colère, sa violence se déchaîne parce que le monde extérieur ne correspond pas à l'idée que lui, il aimerait s'en faire. Donc, il y a la métaphore de la couleur des yeux. Il voulait des femmes aux yeux bleus, il y en a une qui a les yeux noirs, et tout de suite, ça le met dans tous ses états. Mais finalement, c'est un peu la définition du rapport qu'un certain nombre de personnes ont avec le monde. Soit il y a des gens que ça rend anxieux, ils se replient sur eux-mêmes, soit d'autres gens, le monde n'est pas tel qu'il est, qu'on voudrait qu'il soit, et soit ça met en colère, soit ça déprime, soit on lâche prise parce qu'on fait beaucoup de méditation. Donc, c'était ça que je voulais aborder. Et puis, sans être forcément sanglant, oui, c'est quand même la question des coups de poing dans la gueule et tout ça.
il y a une image forte qui m'avait traversé et qui n'avait rien à voir avec la féminité avant. Et je vais la dire, elle dévoile un petit peu un aspect du texte, mais c'est que je m'étais intéressé aussi à l'intelligence artificielle, les robots et tout ça. Et à un moment donné, j'ai vu des images, c'était les laboratoires de Google qui développaient, qui travaillaient sur la robotique et l'intelligence artificielle. Et il y avait ces images qui avaient choqué la communauté scientifique et je me suis vu en train de… Moi-même, j'ai été bouleversé et je me suis posé la question, pourquoi le suis-je de robots quadrupèdes, par exemple, qui, dans leur représentation, se rapprochaient un peu plus du monde animal, par exemple, de créatures physiques, et qui étaient malmenés, littéralement. Ils étaient bousculés, démembrés, etc., juste pour voir comment la mécanique et l'intelligence artificielle allaient réagir par rapport à ça. Ça m'a choqué quelque part et je me suis dit, pourquoi est-ce que ça me choque? Puis c'est ça que j'ai décidé d'explorer dans un autre contexte et avec des incarnations et des figures autres. Puis je t'ai télescopé avec cette idée de la violence à l'endroit des femmes, pas pour en faire quelque chose de ludique, mais pour en faire quand même quelque chose pour questionner l'empathie ou pas d'ailleurs qu'on peut avoir pour la situation au sens large et aussi pour avoir une question le rapport social, la prostitution, le sexe vu par les hommes, c'est stéréotypé, c'est hétéronormé et en même temps, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? La question de l'empathie me donne envie de rejoindre Ariane. On a de ton côté aussi un pont qui est d'une certaine façon violent, sans empathie. Oui. Est-ce que c'est plus facile d'avoir un personnage habituellement inanimé avec un cœur froid qu'un être humain? Pourquoi le pont est-il… C'est pas plus facile, mais c'est différent. Puis la violence va traverser la nouvelle à différents niveaux. Comme tu l'as mentionné, Marie-Ève, par la personnalité du pont, qui est littéralement un pont sadique. Mais il y a quelque chose d'enfantin aussi, si je peux dire, dans son sadisme, parce qu'il va autant essayer de faire réchauffer des pattes de pigeons pour qu'ils s'envolent que de jeter en bas de sa structure des pêcheurs. Et puis, ils vont se fendre la tête en tombant et puis décéder. Donc, c'est un pont qui est quand même contrôlant et il a trouvé un intérêt dans la violence, c'est-à-dire que lui, il collectionne les souvenirs néfastes, funestes. Il y a toujours comme l'espérance que vienne le voir, disons, un tueur en série, quelqu'un qui a commis une série de méfaits qu'il pourrait ajouter à sa collection. Mais comme ça se produit rarement, il fait appel à Héloïse, qui est le personnage qui va lui amener les offrandes douloureuses, donc des offrandes violentes. Et puis, l'échange qu'il va faire, c'est que lui, il va comme extraire, la violence des souvenirs qui vont être percutants et en échange, il va laisser l'amnésie. Donc, il y a une sorte aussi de choix violent là-dedans. Et puis ça, c'est un sujet qui m'interpelle et qui me fascine aussi énormément, c'est-à-dire si on a un traumatisme, un souvenir violent, abject, quelque chose d'épouvantable qu'on a subi, si on se fait offrir de pouvoir ne plus s'en souvenir, une amnésie totale, est-ce qu'on veut quand même garder des traces mémorielles, des empreintes de ce qui s'est passé, ou on pourrait choisir, et puis certaines personnes le feraient certainement, d'autres non, choisir un oubli total et puis là de retourner à sa ville avec juste la certitude qu'il y a quelque chose qui a été enlevé, qui a été amputé et qu'on va continuer de vivre avec cette amputation-là. Donc, la nouvelle joue beaucoup sur ce questionnement-là avec une violence qui va être aussi donc symbolique et incarnée. Et puis également, j'aimais beaucoup le symbole du pont. Normalement, je vais ancrer mes récits dans des lieux, comme Fanny, elle parlait de l'Irlande, elle a écrit aussi une merveilleuse nouvelle qui se passe sur une île. Et puis là, je me suis dit, non, un entre-lieu. Il y a quelque chose. Et puis, il y a aussi comme une violence latente parce que le pont est abandonné parce qu'on ne croit plus qu'il peut supporter les passages répétés. Et lui, pourtant, il résiste et il devient la colonne vertébrale entre les deux rives. Alors, ce symbole-là m'interpellait aussi beaucoup. Ouais. Très intéressant. Fanny, je te vois bouger. Est-ce que tu avais quelque chose pour rebondir là-dessus? Ah, on parle des lieux. J'avais envie de filer avec ce que vient de nous offrir Ariane, qui était super intéressant, en disant que j'ai campé ma nouvelle en Irlande dans un espèce de village aussi qui a l'air en apparence vraiment hors monde, abandonné quasi, pour l'installer dans une espèce d'état du conte.
sais, on parle de conte noir ce soir. Moi, j'avais envie de convoquer un peu cet imaginaire-là. Tu sais, déjà, quelque chose, on arrive dans un village inquiétant, même la dépiction que je fais de la salle de réception, je la voulais la plus menaçante possible avec des oiseaux de proie empaillés et compagnie. Fait que déjà, je voulais installer une forme d'endroit menaçant malgré qu'il y a des festivités là, quasiment à la Astérix qui se passe à cet endroit-là. Donc déjà, il y avait quelque chose de funeste, mais je pense que la violence réside au moment où j'offre des représentations dérangeantes de manipulation de corps de défunts. Je pense que je viens toucher là à un genre de tabou bien ancré qui est celui de la gestion des corps des défunts. En soi, je pense que c'est ce qui me fascinait aussi à la base avec les wakes, c'est le fait de la proximité des corps des vivants et des morts. Puis je ne cacherai pas aussi que je me suis beaucoup inspirée de la chanson traditionnelle Finnegan's Wake. Donc là, je vais aussi, encore une fois, pas en parler trop parce que je vais vendre le punch de ma nouvelle, mais c'est une nouvelle qui met en scène des rapports très festifs, disons, entre des vivants et un mort, donc Finnegan. Et moi, c'est vraiment une idée que j'avais envie de mettre en scène, là, qui a carrément une fête outrageuse là, autour de corps de défunts. Et donc, je pense que je viens en fait reporter la violence à mon lectorat au sens où je pense que la violence naît surtout d'un effet de lecture qui est provoqué par la confrontation de nos idéologies liées à la mort et au corps défunt et ce qu'on est en train de lire avec tous les contacts physiques assez déroutants que que je décris. Donc, je pense que c'est là que ça joue. Je fais vivre cette violence-là dans la lecture de ces actes-là. Plus que dans la nouvelle elle-même, qui, je crois, qui est écrite de manière assez loufoque. Je pense qu'il y a parfois des touches d'humour, tellement c'est grotesque, tellement c'est caricatural. Mais après, quand on s'attarde aux détails des sensations physiques que vit la protagoniste au contact de certains corps à certains moments, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de profondément agressif et dérangeant. Tout à fait. Puis, on ressent bien le malaise de la protagoniste devant un corps aussi immobile au milieu d'une marée tellement, tellement vivante. Sofiane, aussi, dans ta nouvelle, on a un malaise autour d'un corps immobile. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir jouer avec cette juxtaposition de l'immobilité et du très vivant dans la nuit de cette maison à Pointe-aux-Outardes? Bien, moi, pour ce qui est du côté de la violence, je pense que l'acte de violence en tant que tel, on ne le voit pas, on le pressent graduellement. En fait, il s'impose. Il s'impose dans tous les éléments, particulièrement la nature qui joue vraiment comme un vecteur de cette violence-là ou de cette menace-là qui s'installe. Parce que si on regarde au début ma nouvelle, la perception de la narratrice sur la nature qui l'entoure, elle est extrêmement positive. C'est vraiment, ça va vraiment avec cette idée de la renaissance, du renouveau, d'un nouveau départ pour faire une différence. Elle cherche à faire une différence sur la préservation là, de la faune de ces milieux sauvages-là. Petit clin d'œil à la faculté de foresterie dans laquelle je travaille qui m'a inspiré ce travail-là. Sinon, plus que ça avance, plus que le doute revient dans la narratrice, puis plus que la nature autour d'elle devient menaçante, devient le port, si on veut, là, de cette violence-là. Puis cette violence-là, elle est aussi sensorielle. En fait, elle invoque chacun des sens de la narratrice avant même de figer, avant même d'aller dans cette immobilité des corps-là. Il y a le vent qui fait du bruit, qui pousse sur sa maison. Il y a la noirceur qui l'empêche de voir, puis qu'elle s'imagine vraiment comme nue, en fait, dans cette nouvelle maison-là, face à la nature, face aux menaces, face à la violence qu'elle sent autour d'elle, sans vouloir trop rentrer dans le suspense de la fin. Il y a aussi
la possibilité d'avoir des gens qui sont peut-être autour d'elle, qui sont cette menace latente-là, qu'on ne comprend pas trop qu'est-ce qu'ils veulent, puis qui ont, comme s'ils veulent justement contrôler son corps. Il y a ce désir de contrôler ce corps-là, ces corps-là, pour des besoins artistiques un peu. Ici, on s'en va, je pense que c'est dans la part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitz, là, qui a ce désir de s'approprier le corps d'autrui pour en faire une œuvre d'art. Donc, bien que la violence, l'acte de violence est passé sous silence, c'est toujours cette impression-là qui est justement qui imprègne l'atmosphère plus qu'on avance de cette violence-là. Puis, pourquoi est-ce que j'ai voulu parler des vivants puis de la violence? Je pense que ça revient un peu avec ce que je disais au début, c'est dans ce déracinement-là, comment le corps aussi peut vivre cette coupure-là avec la réalité, avec ses racines, je veux dire, pardon. Puis comment ça peut... Parce que c'est une violence aussi qui est interne, c'est une violence qu'elle s'impose à elle aussi, parce que c'est un choix qu'elle a fait en pensant qu'elle allait vers quelque chose de positif, mais tous ces doutes, puis toute cette remise en question-là constante qui l'imprègne, on voit qu'il l'imprégnait avant même de faire le mouvement de s'établir dans cette petite communauté-là, mais on voit que ce personnage-là reste imprégné de ses doutes constamment, puis c'est une forme de violence de toujours être en doute de ses décisions puis de ses choix. Puis je pense que c'est ces doutes-là qui viennent aussi prendre l'entièreté de la place, là. Qui sont un peu aussi appuyés par les éléments puis les événements étranges qu'elle subit par la suite. Oui, ça se transforme finalement en huis clos claustrophobique. Là, la nouvelle, vraiment la tension dramatique monte rapidement. Public, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Les auteurs, les autrices pourront y répondre. Sinon, entre vous, aviez-vous des questions l'un pour l'autre? J'avais pas tant une question qu'une intervention parce qu'en écoutant Sofiane Landry, il m'est venu quelque chose en tête. J'ai l'impression que il y a une grande partie de la violence qui émane de nos textes qui tient dans l'ambiguïté aussi qu'on sème chez notre lectorat. Je pense qu'en soi, le conte noir, le fantastique vient toucher une corde sensible extrêmement vulnérable chez nous, qui est celle de ne pas avoir de réponse. Fait que je pense qu'il y a en soi une grande violence là-dedans. Je pense qu'on joue de différentes manières avec cette corde-là sensible, ce petit talon d'Achille-là. On est assez vulnérable en tant qu'être humain, non seulement face à la mort, mais face au déracinement, comme en parlait Sofiane, face à tellement de phénomènes hors de notre contrôle et inexplicables que je pense qu'il y a vraiment un terrain fertile à explorer par le biais du fantastique, mais aussi par le biais d'autres formes, que ce soit de la littérature de genre ou de non-littérature de genre. L'autre grande catégorie sans nom. Donc, ouais. Toutes les nouvelles, j'aurais envie de vous poser la question, mais dans votre tête, c'est ça ou c'est ça? J'ai pas envie de la poser devant le public parce que ça volerait les punchs, ça donnerait trop, mais c'est le propre de la nouvelle de vivre une certaine frustration à la fin comme lecteur parce qu'on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas toutes les clés, puis finalement, probablement que toutes les réponses sont bonnes selon quelle histoire on veut se conter. Mais je repense à ta nouvelle, Stéphane, dans la finalité aussi, on se demande jusqu'où l'univers du personnage a changé ou est contrôlé. Est-ce que toi, tu as la réponse à la question ou est-ce que toi-même, tu te la poses encore en ayant terminé de l'écrire? J'ai maintenu l'ambiguïté, j'ai quand même une certaine réponse. Et je me suis rendu compte quand j'ai proposé le texte à Mathia et à Sofiane, les premiers retours, c'était quand même en parlant de vive voix avec Mathia et puis même d'abord avec ma femme avec qui je l'avais fait lire, elle avait vu des choses que moi j'avais pas lues et des interprétations qui étaient sensiblement différentes. Et je me suis dit ben voilà, on est dans l'ambiguïté, donc là ça rejoint ce que disait Fanny, c'est l'ambiguïté qui fonde aussi. Moi, la violence, elle est sans ambiguïté parce qu'elle est frontale, mais elle est en même temps pleine d'ambiguïté.
parce que ça pose la question jusqu'à quel point on doit s'émouvoir d'une violence appliquée à l'endroit de quelqu'un ou de quelque chose dont on n'est pas toujours sûr qu'il nous ressemble ou qu'il fait partie de notre monde ou autre. Donc, je ne veux pas trop en dévoiler, mais j'avais déjà travaillé sur cette question, une nouvelle où c'était un type qui se retrouvait pris en boucle de manière interminable dans une espèce d'usine de la mort où en fait c'était la mise à mort, la cruauté animale qui était transposée dans des paradigmes plus humains. Donc là, c'est le vegan qui parlait en moi, mais en tout cas, l'ambiguïté, elle est présente en moi quand je l'écris. J'ai quand même une réponse assez précise parce que je ne crois pas à l'idée que je n'aurai pas de réponse moi-même, mais ça ne va pas forcément être la réponse qui vous satisfera ou qui va satisfaire votre besoin de comprendre. Mais c'est le propre du fantastique, mais même du roman noir, c'est qu'on ne peut pas tout expliquer parce que ce n'est pas toujours la faute du système, ce n'est pas juste la faute des autres, c'est aussi la faute de soi-même. C'est le monde qui est comme ça. Et donc, on donne une interprétation du monde. Et cette interprétation, elle est biaisée par des rapports, soit des artifices d'écriture, de langage, mais aussi dans l'histoire elle-même, elle est parasitée par d'autres personnages, des événements, un décor dont on ne semble pas pouvoir s'échapper, etc. Puis là, juste pour faire un point rapide, j'ai remarqué entre les nouvelles, ça m'est apparu encore plus à la relecture, on est dans le corps et en même temps, il y a cette dimension très spectrale. Donc, il y a à la fois le côté fantomatique, spectral, impalpable et en même temps, le côté très proximité, charnel. Et donc, c'est cette juxtaposition des deux qui donne ce caractère si particulier, à mon avis, à l'ensemble des textes et plus encore peut-être aux textes qui sont marqués par la noirceur, l'étrange, etc. Il y a certainement un désir de fuite dans chacun de vos personnages principaux, que ce soit littéralement sur un vélo ou que ce soit en s'enlevant un morceau de mémoire pour fuir la réalité, que ce soit en déménageant à 10 heures de route du domicile familial ou en préférant dépenser une petite fortune pour abandonner son corps et son esprit à un certain moment dans diverses activités. C'est ça aussi un fil conducteur assez fort de chacune de vos œuvres. Félicitations, Sophie-Anne, d'avoir su raccorder toutes ces idées-là, ou est-ce que c'est le thème qui les aura fait émerger? Vraiment très intéressant là-dessus. Je vais juste vérifier si on a des questions du public avant de poursuivre. On a une question de la part de Claudia Blouin qui nous demande je suis curieuse du choix de corporéité dans le titre de l'activité. Référez-vous au concept développé par Michel Bernard? En tout cas, je vois beaucoup de parenté entre les propos des autrices et sa théorie fictionnaire de la sensation et son rapport au corps hétérogène, poreux. Sophia, étais-tu connaissante? Je ne connaissais pas, non, cette théorie-là, mais c'est sûr qu'il y a une sensoralité là, dans chacune de nos nouvelles, ça c'est évident, mais je serais bien curieuse d'en apprendre davantage là, sur cette théorie-là, effectivement. Puis c'est intéressant, le côté poreux, en fait, en plus, on est dans une création qui s'appelle Épiderme, une création collective, donc on est là aussi encore littéralement dans la peau. Oui. L'épiderme, c'est ça un peu aussi, hein, c'est le premier contact vers le monde extérieur, mais c'est ce qui fait le lien entre l'intérieur puis l'extériorité. C'est extrêmement sensoriel, toutes les sensations que notre corps vit passent par cet épiderme-là, cette peau qu'on porte. Donc oui, poreux, en effet. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Est-ce que je vais laisser quelques secondes encore pour recevoir d'autres questions? Sinon, est-ce qu'entre vous, vous avez des questions, d'autres réflexions qui vous sont venues au moment d'écrire ou à la lecture des textes des autres auteurs, autrices?
Tout à l'heure, on parlait de l'ambiguïté qui est liée au fantastique, puis il y a un certain nombre de nouvelles aussi qui vont volontairement laisser persister l'hésitation fantastique, bon, que ce soit la Todorov ou plus moderne. Et puis, parmi les types d'ambiguïté avec lesquels le fantastique aime bien travailler d'un point de vue du thème, il y a la vie et la mort. Et puis, je trouve, Fanny, Sophie-Anne et puis Stéphane, que vos nouvelles abordent cette ambiguïté-là, de l'animé, inanimé, que ce soit du point de vue de la mort du mannequin ou je pourrais utiliser le mot poupée, Stéphane, si tu permets, puis c'est pas pour rien que les poupées et objets inanimés vont faire partie souvent des peurs fondamentales. D'ailleurs, j'en ai sorti une aujourd'hui, que vous voyez peut-être en arrière. S'il y en a qui l'ont regardée, je suis convaincue qu'elle a bougé. Alors, ça bouge tout le temps, ces éléments de terreur-là. Et puis, donc, avec l'ambiguïté de vie et mort, ce que j'ai trouvé intéressant, notamment avec la nouvelle de Fanny, puis c'était sûrement voulu, c'est qu'il y a des niveaux comme d'hésitation, il y en a comme plusieurs. Tu te joues à la fois de la narratrice et du lecteur, donc c'est assez savoureux. Puis déjà, c'est quelqu'un qui aime se moquer des autres. Donc, c'est presque un 4 niveaux d'ambiguïté. Ça, wow, ça se voit pas si souvent en fantastique. J'aime beaucoup jouer avec l'attente, l'appréhension de mon lectorat. Alors là, j'ai vraiment voulu bifurquer comme ça, aller en louvoiement. Puis, c'est vraiment le principe des inversions. Encore une fois, je ne vais pas m'avancer trop loin, mais on a carrément une morte symbolique qui revient à la vie, mais on a aussi autre chose qui revient à la vie, mais c'est pas de la manière dont on s'attend à ce que ça se passe. Mais voilà. En effet, j'ai voulu essayer de jouer avec nos perceptions de ce qui est vivant, ce qui ne l'est pas, puis aussi jusqu'à quel point, comme dans la nouvelle de Sophie-Anne, ce à quoi assiste ma narratrice arrive pour vrai. N'est-ce pas le fruit de son cerveau dénutri par le vélo en Irlande? Donc, c'est ça, j'ai vraiment essayé de brouiller les cartes au possible, puis de m'amuser vraiment à travers tout ça. Là. Vraiment, je voulais faire une nouvelle amusante à travers tout ce qu'elle porte de plus sombre en elle. Le plaisir, je pense, se ressent dans l'écriture de chacun de vos textes, mais aussi dans le plaisir qui se dégage de la lecture. Donc, je rappelle, on parlait du recueil Épiderme, publié aux éditions Tête Première. Donc, on a parlé des nouvelles Wake de Fanny Demel, Pauvre Baby Dolls de Stéphane Ledien, Effet Ambre de Sophie-Anne Landry et Monument d'Ariane Gélina. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé d'abord à l'écriture de ce recueil, mais à cette table ronde de ce soir, première journée du mois de la poésie. Merci. Et si je vous laisse un dernier mot de la fin, un tour de rôle, commençant par Stéphane. J'ai été très, très heureux de participer à la table ronde et puis de pouvoir rencontrer au moins virtuellement Fanny et Ariane, parce que on se connaît de nom, on avait échangé, mais on s'était encore jamais vu là comme ça dans le cadre d'une réunion et d'une table ronde. Donc c'était très appréciable. Ça a été une belle expérience pour moi en termes d'écriture. Je suis arrivé à 4 ou 5 versions du texte, qui pour moi est important parce que je voulais vraiment que le texte finisse par m'emmener ailleurs. Donc c'était très agréable. Et puis oui, j'ai pris du plaisir et je me suis amusé. Mais toute la question encore est de savoir comment on définit le plaisir dans le texte. Et le texte essaye d'y répondre voilà, qu'est-ce qu'on veut dans la vie et qu'est-ce qu'on veut quand on pense au plaisir de la chair ou autre. Et surtout quand on est un homme, est-ce qu'on n'est pas un peu prisonnier d'archétypes et tout ça? Et à quel point j'ai essayé de bousculer, de secouer un peu tout ça. Donc une nouvelle qui sera lue différemment par les femmes que par les hommes, ça c'est sûr. Excellent. Et on a une question du public aussi qu'on pourra répondre en même temps que le tour de table. Est-ce que vous avez des auteurs, des autrices qui écrivent du fantastique ou du conte noir à proposer à nos spectateurs? Bon sang, j'en ai toujours une pile. Je ne vois pas comment on peut répondre à ça rapidement. Bon, peut-être que je pourrais juste nommer des noms. Alors, je vous invite à découvrir Méduse de Martine Desjardins en fantastique qui est paru récemment. Dormir sans tête de David Clairson. Sinon, ça c'est plus en science-fiction, le collectif d'Autres mondes. Pour le corps, la nouvelle de Caroline Georges, de sa façon de traiter le corps dans Post-Po.
c'est somptueux. Car- Quelqu'un d'autre, sinon je peux revenir. J'ai toujours des livres fantastiques à côté de moi à croire que la question était prévue. On écrira aux éditions Somme Toute et Tête Première pour avoir la liste de suggestions d'Ariane Gélina. Clairement, elle en a un paquet. Merci pour les suggestions. Sinon, on pourra aller mettre quelques références en commentaire à la fin. Sofiane, un mot de la fin pour toi? Oui, ben merci beaucoup, Marie-Ève, d'avoir animé la table ronde. Merci à toutes les auteurs et les autrices d'avoir participé à Épiderme. C'est vraiment intéressant pour une co-directrice littéraire d'entendre les auteurs et les autrices parler un petit peu plus en profondeur de leurs textes, parce que c'est sûr que nous, on les lit plusieurs fois, on les interprète d'une certaine façon, on fait des commentaires dans la manière que nous, on perçoit les textes, mais c'est rare qu'on a l'occasion d'avoir un point de vue aussi précis puis profond là, des auteurs, des autrices. Donc, c'est vraiment agréable pour moi, ces tables rondes-là qu'on fait autour d'Épiderme. Donc, merci beaucoup, puis merci au public aussi d'être là. Super. Fanny, un dernier mot? Oui, ben d'abord, je te remercie, Marie-Ève, pour ta superbe animation ce soir. Ariane, Stéphane, Sofiane, c'était un plaisir d'être avec vous pour discuter. Je tiens à souligner le travail d'orfèvre qu'ont fait Sofiane et Mathia en co-dirigeant ce recueil. Vraiment, ils ont eu une rigueur et un enthousiasme exceptionnels. Pour moi, c'était un pur bonheur d'accueillir Épiderme chez Tête Première du début à la fin. C'est de la joie, vraiment. J'ai adoré notre expérience de collaboration. Sinon, je tiens encore une fois à vous remercier pour l'invitation, hein, Sophie et Mathia. C'était vraiment un plaisir pour moi d'aller jouer du côté du fantastique horrifique et ça me porte toujours de plus en plus vers mes prochains projets qui vont être de cette trempe-là. Donc, pour moi, c'est un vrai terrain de jeu, là. J'apprends à faire mes armes dans ces imaginaires-là. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité. C'est superbe. Donc, je rappelle, c'est le collectif Épiderme, disponible dans toute bonne librairie. Et si votre libraire, par malheur, ne l'a pas en stock, c'est toujours possible de commander un livre. Demandez à vos libraires préférés et ils vont regarder dans le catalogue avec vous. Donc, il ne faut pas se gêner de demander. Les livres, parfois, ne sont pas longtemps sur les tablettes. Ça vaut la peine de les faire rouler et de profiter des talents de vos libraires pour vous conseiller aussi d'autres livres à découvrir en même temps. Alors, merci à toutes et à toutes d'avoir participé. Un grand merci aux éditions Tête Première et merci au mois de la poésie. Bon mois de la poésie, tout le monde! Bonne soirée! Bonne soirée!